Bienvenue sur le cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'anatomie et à la physiologie de l'appareil urinaire. Le métabolisme cellulaire génère en permanence des déchets tels que l'urée et l'ammoniac. Ces déchets qui se retrouvent dans le sang sont toxiques pour l'organisme à forte concentration. Il faut donc les éliminer. C'est l'appareil urinaire qui se charge de faire sortir les déchets métaboliques du corps. La seule exception est le dioxyde de carbone, qui lui est éliminé par l'appareil respiratoire. L'appareil urinaire comprend tout d'abord les deux reins, organes localisés dans la cavité abdominale. Nous allons détailler leurs fonctions dans cette vidéo, mais pour l'instant, disons simplement qu'ils purifient le sang en continu pour en extraire les déchets, et que le liquide résultant constitue l'urine. L'urine sort des reins par deux tuyaux, les urtères, qui débouchent sur la vessie. La vessie est un réservoir contractile qui collecte et stocke temporairement l'urine jusqu'à la miction, le terme médical qui signifie uriner. Un tuyau unique, l'urètre, achemine ensuite l'urine jusqu'au méa urinaire, orifice permettant la sortie de l'urine. Notons que chez l'homme, l'urètre traverse le pénis et achemine également le sperme lors de l'éjaculation. Mais des mécanismes physiologiques font qu'il est impossible pour un homme d'éjaculer tout en urinant. Arrêtons-nous un instant sur le contrôle de la miction. La base de la vessie est fermée par un muscle disposé en anneau autour de l'urètre. Un tel muscle est appelé sphincter. Quand ce sphincter est contracté, l'urine reste stockée dans la vessie. C'est le relâchement du sphincter qui va permettre la sortie de l'urine de la vessie, et donc la miction. Le remplissage de la vessie dilate sa paroi. Lorsqu'elle contient environ 200 ml d'urine, un signal est transmis au cerveau. Le besoin d'uriner se fait sentir. Il faut préciser que le sphincter urinaire comporte une partie externe, placée sous le contrôle de la volonté, et une partie interne, dont la contraction et le relâchement sont involontaires. Les bébés ne contrôlent pas encore leur sphincter externe. Dès que leur vessie atteint la valeur seuil de remplissage, le signal transmis au cerveau déclenche en réponse le relâchement des sphincters internes et externes, et ils urinent. L'apprentissage de la propreté est en fait l'acquisition du contrôle volontaire du sphincter externe. Chez les plus grands, le signal de besoin mictionnel déclenche toujours le relâchement du sphincter interne. Mais la vessie ne se vide pas tant que le sphincter externe reste contracté sous l'effet de la volonté. Par contre, si l'on attend trop et que le volume maximal de remplissage de la vessie est atteint, le sphincter externe finit par se relâcher involontairement lui aussi. La vessie ne peut donc pas exploser, même si l'on se retient trop longtemps. Détaillons à présent l'anatomie des reins, organes localisés de part et d'autre de la colonne vertébrale, dans la région lombaire supérieure. Les reins ont une forme de haricot. Ils mesurent environ 10 cm de long et pèsent en moyenne 150 g chacun. Les reins reçoivent du sang en provenance du cœur par les artères rénales gauche et droite, et ils renvoient le sang purifié vers le cœur par les veines rénales gauche et droite. Chaque rein est entouré d'une membrane protectrice appelée la capsule. À l'intérieur d'un rein, on distingue 3 zones. En périphérie, c'est le cortex, une région richement vascularisée. Vers l'intérieur, c'est la médulla, qui contient des structures appelées pyramides de Malpighi à cause de leur forme triangulaire. Enfin, au centre, c'est le bassinet, une cavité en continuité avec l'urtère, dans laquelle l'urine produite par le rein est collectée. Cette description de l'anatomie interne du rein en 3 zones est basée sur l'histologie, l'étude des tissus qui le constituent. Mais l'étude de la physiologie rénale révèle quant à elle l'existence d'une structure appelée néphron, qui constitue l'unité fonctionnelle du rein. Chaque rein contient environ 1 million de néphrons, localisés à la fois dans le cortex et dans la médulla. Décrivons donc à présent le fonctionnement d'un néphron. Les ramifications de l'artère rénale forment chacune un glomérule, un amas de capillaires sanguins.
Ce glomérule est entouré par la capsule de Bowman, qui constitue une des extrémités du néphron. La capsule de Bowman est comme une passoire qui filtre le sang. L'eau et les petits solutés du plasma, tels que le glucose et les ions, passent du sang au néphron. En revanche, les cellules sanguines et les gros solutés, comme les protéines, ne traversent pas cette passoire, sauf en cas de pathologie. Il s'agit là de la fonction de filtration du rein, qui aboutit à l'urine primitive. Sa composition est quasiment identique à celle du plasma, sauf qu'elle ne contient pas de protéines. La composition de ce liquide va ensuite être modifiée à mesure qu'il avance le long du néphron. Certains constituants de l'urine primitive utiles à l'organisme sont réabsorbés. Ils passent du tubule rénal au sang. Par exemple, le glucose est réabsorbé en totalité. L'eau et les ions sont quant à eux partiellement réabsorbés en fonction des besoins de l'organisme. C'est la fonction de réabsorption du néphron. D'autres molécules en excès dans le sang ou toxiques pour l'organisme sont au contraire sécrétées. C'est le cas de certains ions, mais surtout des déchets métaboliques comme l'urée, l'acide urique ou encore la créatinine. C'est la fonction de sécrétion du néphron. Précisons que les phénomènes de sécrétion et de réabsorption se déroulent dans des portions précises du tubule rénal, mais je n'aborderai pas ce niveau de complexité dans cette vidéo. Le liquide sortant du tubule rénal est à présent l'urine définitive. Sa couleur jaune est due à la présence d'urobiline, un pigment issu de la dégradation de l'hémoglobine. Terminons par quelques chiffres. Les glomérules des deux reins produisent environ 180 litres d'urine primitive par jour. Et la diurèse, c'est-à-dire le volume d'urine émis sur 24 heures, est en moyenne de 0,8 à 1,5 litres en fonction de la quantité d'eau consommée. La différence entre ces deux valeurs montre bien l'importance des phénomènes de réabsorption lorsqu'il s'agit de la fonction rénale. Finalement, le rein fait donc bien plus que simplement filtrer le sang. En résumé, l'appareil urinaire assure l'élimination des déchets métaboliques toxiques pour l'organisme grâce au fonctionnement coordonné des différents organes qui le constituent. Les reins produisent d'abord l'urine primitive en filtrant le sang, puis réabsorbent les substances utiles et sécrètent les substances en excès dans le sang ou les métabolites toxiques, produisant finalement l'urine définitive. Les uretères acheminent ce liquide vers la vessie, où il est stocké jusqu'à la miction. L'urine emprunte alors l'urètre jusqu'au méa urinaire. Le fonctionnement rénal est hautement régulé. Des hormones permettent de contrôler les mécanismes d'absorption et de sécrétion. Par exemple, l'ADH, hormone antidiurétique, induit la réabsorption d'eau. Les reins jouent donc un rôle fondamental dans la régulation de la composition du milieu intérieur, c'est-à-dire la composition des liquides extracellulaires de l'organisme. De nombreuses pathologies perturbent la fonction rénale et peuvent conduire à une insuffisance rénale. Dans les cas les plus graves, il est alors nécessaire de placer le patient sous dialyse en attendant de pouvoir réaliser une greffe de rein. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner. À bientôt pour un autre cours de bio.